Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être réunis ici pour cette nouvelle conférence au Paris Radio Show. Alors effectivement, comme le dit Nicolas, on va parler de l'IA et notamment de l'IA dans le journalisme, dans la création de news. La question qui nous intéresse est surtout, est-ce que l'IA va remplacer aujourd'hui ou demain le journaliste ou l'animateur? Alors, on a 4 intervenants pour cette table ronde qui vont nous éclairer avec chacun et chacune leurs différentes expériences, leurs différentes opinions. On a la chance du coup d'accueillir Bertrand Gier, qui est directeur délégué du pôle News. Bonjour Bertrand. Bonjour. On a aussi Timothée Gérardin, qui est responsable performance audio chez Prisma Media. Bonjour. Bonjour Timothée. Nathalie Birochot, qui est CEO de IRCAM Amplify. Bonjour. Merci beaucoup. Et Patrick Cuban, qui est membre fondateur de l'association Les Voix. Bonjour. Et qui est voix aussi. Je ne sais pas Exactement. si on dit ça comme ça. Exactement. Donc merci à tous les 4 d'être présents pour cette table ronde. Alors, pour reprendre très rapidement le contexte, on est effectivement à une époque où les technologies d'intelligence artificielle ont atteint le terrain de la génération de contenu, et notamment de la génération de voix. On est capable aujourd'hui, avec certaines technologies fondées sur l'intelligence artificielle, de générer de la voix. Alors on va le voir, il y a plein de manières différentes de le faire, et il y a plein d'usages aussi. On est capable aujourd'hui de synthétiser une voix pour transformer du contenu écrit en contenu audio. On peut aujourd'hui copier la voix d'une personne, utiliser la voix d'une autre personne, et on peut aussi générer un contenu audio à 100% à partir de simples données sans même passer par du texte ou par la voix d'une autre personne. Donc on va le voir, ça correspond à plein d'usages différents. Le premier usage, sans doute, qui est apparu dans le monde de la news, c'est un usage qui concerne la presse, donc ça va vous concerner en particulier Timothée et Bertrand. On est arrivé finalement assez rapidement ces dernières années sur des contenus qui étaient des contenus audio qui étaient produits dans le monde de la news à partir de textes, ce qu'on appelle en anglais le text-to-speech. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, nous partager ces expériences de génération audio à partir de la matière première qui était déjà créée par vos journalistes? Dans quel contexte ça s'inscrivait? Ça répondait à quel besoin au départ? En fait, en gros, nous, l'idée, c'est qu'on a besoin de s'adapter aux usages. On voit que les utilisateurs, ils sont de plus en plus en train de faire du multitasking. Ils vont, par exemple, en naviguant sur Internet, aller sur différents onglets, et donc il faut continuer à avoir accès au site, à l'article, même s'ils sont en train de continuer à naviguer. Il y a les personnes aussi qui écoutent, qui veulent avoir accès au contenu tout en conduisant ou tout en faisant les courses. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on mette à disposition nos contenus à tout le monde. Donc on s'est dit qu'il pouvait y avoir une opportunité là-dessus. L'autre idée aussi, c'est que voilà, on a eu le tournant de la vidéo, le tournant mobile, etc. Et c'est notre rôle en tant que média de mettre à disposition notre contenu, quoi, sous toutes ses formes. Et la dernière chose, c'est aussi que en fait, on a besoin de, enfin, ça permet d'avoir une audience supplémentaire pour nous, parce qu'on a celle qu'on génère grâce au podcast chez Prisma Media, mais du coup, ça peut permettre aussi de booster l'audience, d'avoir ces solutions techno sur les articles via un bouton lire l'article. Parce que c'est comme ça sur les sites Prisma, en fait, c'est un bouton en haut de l'article qui permet de lire l'article, d'écouter l'article. Voilà. Donc ça permet de maximiser peut-être le nombre de consommations de ce contenu-là, parce qu'il peut correspondre à des moments de conso différents, c'est à ça. des populations différentes. Ouais, c'est les deux. C'est des moments de consommation où l'utilisateur pourra du coup avoir accès au contenu, aller peut-être aussi voir des audiences différentes qui seront plus sensibles à ce genre de mise en avant du contenu. Voilà, ouais, c'est ça. Bertrand, on était un peu sur le même contexte, la même volonté au départ? Oui, alors Timothée a dit déjà pas mal de choses. Donc effectivement, sur Le Figaro, maintenant, on peut écouter la totalité des articles qui sont écrits. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer là-dedans? Pour 4 raisons. C'est ce que Timothée évoquait. D'abord, il y a les usages. Alors la presse a énormément d'avantages. C'est des articles en profondeur, c'est bien écrit, etc. Il y a un inconvénient, c'est que généralement, on ne peut pas faire autre chose en même temps.
peut pas faire de sport, on peut pas conduire, etc. Donc voilà, avec le développement de la mobilité, du podcast, des écoutes, etc., on se rend compte qu'on rend service à nos lecteurs. Donc, on s'adapte aux usages. Le deuxième, c'est parce que, alors, elles sont dans le désordre. Hein. Le deuxième, c'est qu'on se rend compte qu'il faut qu'on apporte un service à notre audience, à nos lecteurs qui, parfois, ont des difficultés au niveau de la vue. Il y a des gens qui ont des difficultés, des personnes qui sont malvoyantes, qui sont un peu plus âgées, etc. Les écrans sont petits. Et donc, alors sans faire de démagogie, mais c'est important. Et ça fait longtemps qu'on essaie de travailler sur quelque chose d'intelligent qui permette de grossir le texte, qui permet de rendre service à ces personnes qui ont des difficultés. Et finalement, c'est une solution qui est assez simple, en tout cas, qui est une solution. C'est pas la solution, mais c'en est une. Donc, c'est important. On a sur le Figaro, qui est le premier site d'actu en France, on a 26 millions de lecteurs par mois. Donc, sur les 26 millions, statistiquement, il y a des gens qui ont des difficultés à lire ou à voir et ça leur rend service. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que sans cesse, on essaye d'innover. Et ce qui n'était pas possible il y a quelques années, ou en tout cas ce qui n'était pas audible, l'est maintenant. Ça fait des années qu'on regarde les technologies de text-to-speech. C'était franchement pas terrible. Et là, il y a un cap qui a été franchi quand même dans la technologie. Alors, c'est pas extraordinaire, ça n'a rien à voir avec les voix humaines, heureusement. C'est beaucoup moins bien, hein, on va le dire tout de suite, c'est beaucoup moins bien. Simplement, on n'aurait pas les moyens d'avoir une personne qualifiée qui pourrait lire. On publie 450 articles par jour. On n'aurait pas les moyens financiers de les faire lire, ce qui serait sans doute mieux au niveau de certainement mieux au niveau de la qualité. Donc, on a trouvé ce biais-là et la technologie nous le permet. Donc ça, c'est important. On profite d'un gap technologique. Et le dernier point, j'ai dit qu'il y en avait 4, j'en ai cité 3. Le dernier point, il est financier, voilà, tout simplement. C'est parce qu'il faut, pour payer nos 500 journalistes, il faut qu'on gagne un peu d'argent. Et il y a la publicité est une source de revenus. Et il se trouve qu'il y a un peu de publicité qui se développe sur les podcasts en ce moment. Donc, on veut en bénéficier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je peux peut-être faire une petite démo. Alors, au hasard, donc généralement, donc je vais sur... voilà, j'étais sur un article sur l'Ukraine. Donc, voilà, un petit sur le Figaro, vous avez le bouton « Écoutez cet article » qui est en tête. Alors, je vais mettre le son. Donc, j'appuie. Ukraine. La volonté d'Emmanuel Macron est d'y aller, affirme Stanislas Guerini. Invité sur LCI, le ministre de la Transformation précise que les conditions ne sont pas réunies pour l'instant. Voilà 100 jours que la guerre en Ukraine a commencé. Boris Johnson, Justin Trudeau, Jill Biden. Nombreux sont les dirigeants et figures politiques à s'être déplacés jusqu'à Volodymyr Zelensky. Faut-il s'attendre à une visite prochaine d'Emmanuel Macron ? Vous voyez, heureusement, c'est encore largement perfectible. Tant mieux, on est heureux de ça. Maintenant, ça fait quand même le boulot. Vous avez vu qu'on a parlé de Volodymyr Zelensky, on a parlé de Jill Biden, on a parlé de Justin Trudeau. Il y a encore quelques mois ou années, on aurait eu droit à un espèce de charabia à la place de ces noms-là. Et puis maintenant, les technologies permettent aussi d'éviter tout ce qui est complexe dans un article Internet, les publicités, les balises, les liens, les crédits, les légendes sous les images, etc. Il y a quelques années, il fallait se carrer tout ça. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, voilà. Donc, on a avancé là-dessus et je pourrais vous donner quelques chiffres. C'est pas un engouement exceptionnel, mais ça fonctionne. Il y a à peu près, je vous donne les chiffres, il y a à peu près 1% des gens qui lisent l'article, qui cliquent. Donc, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, mais moi, je trouve que c'est pas mal. On a la même chose, c'est le même genre de chiffres qu'on a chez nous. Et surtout, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'était aussi un moyen de créer plus d'engagement avec l'utilisateur parce qu'il va rester en fait plus longtemps sur l'article quand il a lancé l'audio que s'il n'y avait pas eu ça. Donc, il y a un vrai aussi enjeu sur l'engagement de l'utilisateur. Et est-ce que typiquement sur les cohortes de personnes qui utilisent ce bouton-là, est-ce que vous voyez qu'il y a une consommation qui peut devenir très très importante? Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont switché et commencent à consommer peut-être 30%, 50% de leurs articles chez vous sur ce mode-là? Non, alors je suis incapable de le dire, on a du mal à les suivre parce qu'on a une audience qui est assez peu loguée, malheureusement. Il faudrait qu'elle soit loguée pour pouvoir bien les suivre. Pour pouvoir les suivre, il faut aussi des cookies. Donc maintenant, les cookies, c'est un peu complexe, etc. Donc je ne sais pas. J'imagine que la part de notre audience qui a des difficultés de lecture, sans doute, l'utilise plus. Mais les prochaines étapes, sans doute après, ça sera de créer des petits outils qui n'existent pas, qui permettront de se faire des piles, des petites listes à emporter, etc.
Bon, on attend encore que ça progresse un petit peu parce que c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut écouter pendant 20 minutes ou une demi-heure. Enfin, si personnel, j'en suis pas capable, mais voilà. Patrick, c'est quelque chose qui te choque? Pas du tout. Je voudrais rassurer tout le monde ici présent. Nous, on n'a pas vocation à être en alerte permanente sur ces choses-là, mais plutôt en mode veille. On regarde un peu ce qui se passe. Donc, je représente l'association Les Voix, qui représente 250 professionnels qui enregistrent régulièrement des publicités, des documentaires et des habillages de radio. Donc, on n'aura pas de journalistes ou d'animateurs dans notre groupement, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir notre point de vue, en tout cas, sur le quotidien de l'enregistrement des publicités et de tout ce qui est en dehors aussi de la pub. Par rapport à l'IA, on regarde, on écoute, on est en veille, comme je vous l'ai dit, et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ou pas. Donc, est-ce qu'on prend le problème dans le bon sens? C'est-à-dire qu'on peut avoir, est-ce qu'il faut faire parler des objets ou est-ce qu'il faut effectivement que l'IA remplace tous les êtres humains dans les postes de radio et télévision? En fait, c'est vraiment la question qui a été posée dans ce plateau. Moi, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Nous, on a une veille artistique, mais aussi juridique sur cette question-là. Je lance une perche à l'IRCAM. Je pense par rapport à ça, c'est assez intéressant d'avoir quand même le retour des gens qui enregistrent, des artistes, pour savoir comment on peut utiliser une voix, comment on peut utiliser des phonèmes. Quand on a une veille un petit peu juridique de ces choses-là, on a eu des retours en fait sur des expérimentations qui ont eu lieu il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, très très loin à Rennes, je crois, dans les années 80. Et en fait, les bases de données des expérimentations sont sorties de cette société-là et ont été utilisées par d'autres sociétés un petit peu abusivement, sans que la partie juridique soit vraiment blindée pour les artistes qui ont participé à ces expérimentations. Donc, il y a un point de vue aussi patrimonial, juridique sur la voix. La voix, c'est un attribut de la personnalité, ça fait partie de nous. Donc, le code de la propriété intellectuelle le régit, c'est très important. Donc, je crois que quand une société utilise cette IA, je pense que la première question, c'est de savoir est-ce que la personne qui a enregistré, qui a donné ces phonèmes, a un contrat en bonne et due forme. Voilà. Donc, c'est vraiment le conseil juridique que je peux donner. Après, sur l'artistique, je dirais que, en fait, la technologie n'est pas vraiment un souci parce que ça évolue, comme vous le dites. Là, on a un instant T cette année. L'année prochaine ou dans 2 ans, ça sera encore un step. Mais par rapport à ça, je pense que au-delà des questions philosophiques qu'on pourrait se poser sur est-ce qu'on doit utiliser l'IA pour remplacer tout le monde, parce qu'à un moment, on peut aussi écrire des articles sans journaliste, donc ça risque de poser des problèmes quand même pour les médias. Mais je pense que ça a du sens. Pour nous, en tout cas, l'association Les Voix, on réfléchit là-dessus. On a régulièrement des discussions entre nous et on se dit que ça peut être intéressant pour, par exemple, sonoriser des objets. Bon, c'est déjà le cas. On a les téléphones, il y a déjà des... Voilà. Pour certains objets, le travail sur la voix de l'objet, sans citer de marque, il est très très fin. C'est-à-dire que on met en place des enregistrements qui sont beaucoup plus longs que de l'IA classique. C'est des choses beaucoup plus étoffées. Il y a des contrats qui sont vraiment blindés parce qu'évidemment, ces objets, ils sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires. Donc pour la voix, c'est quelque chose d'important. Et après, je crois qu'on peut aussi avoir des limites à ça. J'ai par exemple entendu un peu avant la fin de l'année qu'une plateforme voulait utiliser en fait cette technologie pour des comptes pour enfants. Donc je trouve ça un peu abscon, un peu curieux, parce que nos enfants, nos bambins entre guillemets, vont écouter en fait une machine qui va leur raconter des histoires. Et là, nous, ça nous pose un petit problème en fait. Voilà. Alors pour de la news, pour des choses, pour du feed, ce qu'on appelle, voilà, je pense que c'est un intérêt au-delà des personnes qui sont malvoyantes, et je pense que ça va évoluer parce qu'on est en voiture, on fait du jardinage, voilà, ça bouge, et puis c'est dynamique. Je pense qu'il y a un problème économique, comme vous le disiez, mais il y a aussi le truc que les articles, ils sortent toutes les secondes, et donc on peut pas enregistrer en live. Voilà. En revanche, je pense que là où nous, on peut intervenir, c'est d'amener quelque chose d'artistique dans cette création d'IA. Et donc, c'est là où je lance une perche un peu à l'IRCAM et puis à vous tous. C'est-à-dire que nous, on peut être force de proposition et en tout cas, avec quelque chose évidemment de juridiquement
acceptable, mais on pourrait collaborer sur ce terrain-là. Mais encore une fois, ça doit être, je pense, pour certaines utilisations, pour de la presse comme ça en live, ça a vraiment du sens, ou des objets. Demain, tous les objets vont parler. Les aspirateurs, les voitures, c'est déjà le cas, les frigos, enfin tout ce qui est, on pourra lancer du conversationnel avec de l'IA ou pas. Ça peut être aussi des phrases préenregistrées, mais en tout cas, on est là-dessus. Mais c'est vrai que quand on doit raconter une histoire, c'est vrai pour tous les arts en fait. Lire un livre audio, par exemple, en IA, c'est extrêmement compliqué. On passe d'un point A à un point Z, donc à la fin du bouquin, et on passe par des transitions. Il se passe des choses dans le livre. Donc, l'intelligence artificielle, on pourrait, oui, mettre des évolutions, on pourrait mettre des choses. Tout est paramétrable. Mais je dirais que l'émotion que peut apporter un comédien dans un texte, dans sa compréhension du texte, dans l'émotion qu'il peut donner, dans le jeu du comédien, c'est quelque chose qui est à mon sens impossible voilà. Mais pour certaines choses qui ne réclament pas une interprétation, ou en tout cas, voilà, ça pourrait être envisageable, mais avec ce bémol juridique. Voilà. Je me permets du coup de rebondir et d'enchaîner. Alors, je précise juste que je suis là au titre d'IRCAM Amplify, donc c'est une filiale de l'IRCAM qui est un laboratoire de recherche et développement sur la musique et le son, rattaché au Centre Pompidou. Et IRCAM Amplify est une société commerciale, une filiale de l'IRCAM qui a été créée il y a 3 ans et qui exploite, développe... Plus près. J'ai peur que ça fasse des... C'est bon ? Ok. IRCAM Amplify est donc une filiale de l'IRCAM, une société commerciale qui valorise, crée des produits sur la base des savoir-faire des technologies de l'IRCAM. Donc nous, on est tourné vers les marchés. On se pose la question des futurs usages, des fameux nouveaux usages dans différentes industries. Et on essaie de créer la technologie qui répondra à ces problèmes. Alors, technologie, oui, mais technologie, je suis d'accord avec vous, technologie, si elle a un sens, si elle a une vraie raison d'être, et on est toujours, nous, on met toujours en regard la technologie et l'humain, la technologie et l'émotion. Alors, du coup, quand on m'a demandé de participer à cette table ronde, j'ai adoré le thème, parce que finalement, il faut un peu dépasser le débat du spectre de l'intelligence artificielle qui va remplacer les humains. Alors déjà, on n'y est pas du tout technologiquement et c'est pas dit qu'on y soit un jour, dans de très nombreuses années. Et au-delà de ça, en fait, je suis complètement d'accord. À quel moment ça a du sens ? Il y a sûrement des endroits pour gagner en productivité, pour arrêter de faire des tâches désagréables, pour augmenter la créativité de quelqu'un. Oui, l'intelligence artificielle aura vraiment, et la technologie en général d'ailleurs, aura vraiment du sens. Mais voilà, le fantasme de l'intelligence artificielle qui remplace l'humain, je pense qu'on est tous d'accord que le débat n'est pas là. Et après, sur la voix en particulier, je suis complètement d'accord. Alors, sur l'aspect juridique, j'aimerais bien y revenir un peu plus longuement également. On pourra voir tout à l'heure des images, alors surtout les sons qui nous intéressent. Une voix qu'on vient de créer, nous, artificiellement. Une voix de Dalida, la voix de Dalida qu'on a recréée dans un programme télévisuel de Thierry Ardisson qui est passé tout récemment sur France 3. Et où, au final, et ça rejoint complètement ce que vous disiez, au départ, il y avait le travail d'une comédienne. Et on va vous montrer l'envers du décor pour que vous compreniez bien comment cette technologie fonctionne. C'est de l'intelligence artificielle, mais au départ, pour pouvoir avoir l'intention dans la voix et ne pas être dans le résultat qu'on entend aujourd'hui avec les text-to-speech qui sont à maturité, qu'on a entendu sur le Figaro, qui sont de très bon niveau, mais qui sont à un état de l'art où il n'y a pas d'intention. Pour avoir l'intention aujourd'hui, c'est obligatoire, il y a un humain qui a parlé derrière. Si on vous dit l'inverse, c'est qu'on vous ment, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister. C'est extrêmement difficile à atteindre. Nous, dans le labo, on a des chercheurs qui sont à la pointe au niveau mondial sur ce pan de R&D autour de la voix. Et donc, entre guillemets, on en sait quelque chose. Et les text-to-speech avec intention et avec émotion, c'est encore dans les labos. Donc là, on est sur du speech-to-speech, c'est bien ça ? Là, oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. En entrant, je l'ai en input, c'est vraiment la voix d'une comédienne qui joue également, en l'occurrence, le personnage de Dalida. Et puis, les fragments
d'interviews, je trouve pas mes mots, c'est vendredi après-midi, pardonnez-moi, les échantillons sonores vocaux de la personne qu'on cherche à recréer. Les phonèmes, c'est ça? Non, au-delà des phonèmes. Ouais. Enfin, il faut quelques minutes en fait d'enregistrement. Enfin, les phonèmes, oui, mais il faut aussi des phrases complètes. C'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il faut aussi l'intention dans les quelques minutes qu'on va donner au moteur à apprendre dans les datasets. Et donc la machine va en fait coller les caractéristiques de la voix de Dalida en l'occurrence sur le jeu de l'actrice. On va regarder ça. Peut-être que j'ai le droit de lancer maintenant bien sûr. Voilà, le petit la vidéo numéro 1. Concentrez-vous, il faut suivre. Je vais vous guider. Au début, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit, là, je pense en 3 semaines, je finis l'album. Et en fait, ça a pris 1 an et demi, quoi. Restons ensemble, quoi. Restons ensemble, perdons pas de vue ça qu'on est bien ensemble. Restons ensemble, quoi. Restons ensemble, perdons pas de vue ça qu'on est bien ensemble. C'est tout ce qu'on est, ce que je te rappelle, c'est tous nos kiffs. C'est tous nos kiffs qu'on a menacés, qu'on a... C'est tout ce qu'on est, ce que je te rappelle, c'est tous nos kiffs. C'est tous nos kiffs qu'on a menacés, qu'on a... Un mec qui va braquer une banque avec le masque de Mickey. Un mec qui va braquer une banque avec le masque de Mickey. Alors, j'espère que vous avez réussi à suivre, c'est allé un petit peu vite. On peut la repasser si vous voulez. Vous avez entendu Orelsan qui parlait avec la voix d'Omar Sy et Omar Sy qui parlait avec la voix d'Orelsan. Donc, vous avez pu tous capter ça, ce qui vient de se passer. Donc, là, on a eu la démonstration de ce que les technologies sont capables de faire aujourd'hui. Et je vous montre tout de suite le résultat dans l'épisode de Dalida. Pour ceux qui n'ont pas regardé France 3 le 2 mai. Et Dalida. Comment allez-vous? Je suis bien ici. Je crois qu'à l'hôtel Liton, j'ai enfin trouvé la paix. Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel, c'est vrai? Et comment savez-vous ça, Thierry? Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Alors, dans cette petite capsule, vous avez entendu en quoi la techno qui a été créée, l'intelligence artificielle, est à un niveau assez élevé en termes d'état de l'art. Vous avez entendu l'intention, vous avez entendu l'émotion dans la voix de Dalida qui a été recréée. Il y a beaucoup de nuisances sonores en parlant de son d'ailleurs. C'est un peu, c'est ça qui fait le caractère exceptionnel de ce rendu. C'est vraiment le fait de pouvoir faire transmettre une Dalida triste, une Dalida heureuse, une Dalida qui pleure. Il y a énormément de technologies aujourd'hui qui se développent en clonage vocal, mais si vous regardez bien, il n'y en a pas qui savent tenir la distance, on va dire, sur des programmes de plus d'1 heure avec ce niveau de restitution des émotions dans la voix fabriquée. Voilà, donc on est là, très content. effectivement, on va au-delà des phonèmes, on vient apprendre à un algorithme à reproduire vraiment la manière de parler d'une personne, sa manière de donner des intonations sur certains débuts de phrases, fin de phrases, dire certains mots, etc. On arrive à une technologie d'ailleurs qui est proche, si je ne dis pas de bêtises, de celle des deepfakes. C'est un deepfake vocal. Sur l'image, on est vraiment sur du deepfake vocal. On a atteint un nouveau niveau qui est assez impressionnant, qui est utilisé d'ailleurs dans ce genre d'émissions qui commence à être utilisé en fiction aussi, notamment sur la série The Mandalorian, une boîte ukrainienne qui s'appelle Respitcher, qui avait fait ça aussi, qui est très intéressante. Pour Luke Skywalker, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. Pour recréer la voix il pleure pas, de Luke Skywalker. il a peu d'émotion, mais ouais. Ouais. Et donc Patrick, c'est effectivement un sujet qui est d'autant plus important, la personnalité des comédiens, des acteurs de la voix. Finalement, si on arrive à récupérer cette personnalité, cette manière spécifique de donner de la voix au-delà d'une tonalité ou d'un phonème particulier, là on est vraiment sur la personnalité de la voix quelque part. C'est quoi la réaction des gens qui travaillent dans la voix aujourd'hui face à ce sujet-là, l'arrivée de ces technologies? Est-ce que demain, vous seriez prêt à accorder une licence à certains acteurs du logiciel, par exemple, pour qu'ils utilisent vos voix? Alors ça pourrait être au cas par cas, je dirais, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire parler des objets.
On va pouvoir également alimenter des feeds de presse, des choses comme ça. Et c'est là où les professionnels du son peuvent intervenir, parce qu'ils peuvent être. Nous, nous sommes des voix qui sont enregistrées en studio, mais on est aussi avec des ingé sons, des producteurs son, des gens qui sont en fait nos oreilles. On a besoin d'un support, donc les oreilles. Donc c'est des gens qui sont directeurs artistiques, qui font aussi de la signature sonore, qui font de la musique. Et donc on est toujours avec eux en fait en studio. C'est vraiment un travail en équipe. Et ces gens-là pourront proposer à cet univers, effectivement, de la recherche de casting, trouver la bonne voie pour le bon média, un peu comme font les radios et les télévisions. Il y a une sorte de signature vocale. Donc cet intérêt, il est évident pour des médias naissants de trouver leur voix et surtout une sélection de voix, parce qu'on pourrait choisir éventuellement. Là, on n'a qu'une seule voix sur le Figaro, hein, c'est ça. Mais on pourrait avoir peut-être une voix de femme, une voix d'homme, avec des intentions un peu différentes. On a choisi la voix. Je ne sais pas franchement sur quels critères, totalement subjectif. Donc on en a choisi une pour avoir une cohérence. En l'occurrence, une femme, c'était important, etc. Mais à notre disposition, on en avait, je ne sais pas, peut-être une centaine. Même les accents, on pouvait prendre l'accent québécois, l'accent belge, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Donc, je crois que l'idée, c'est d'utiliser la technologie et pas en être en fait la victime entre guillemets, et d'essayer d'accompagner en fait ces technologies pour créer de la valeur artistique, dans le sens où on peut améliorer et utiliser cet outil pour des fictions, pour des choses qui peuvent avoir un intérêt, je dirais, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Dalida, il n'y avait pas le choix. Il y a eu d'autres, effectivement, comme Luke Skywalker sur le Mandalorian. On n'a pas le choix. Là, on est obligé de passer par cette techno qui arrive en fait. Donc après, pour nous, ne s'autoriser à le faire dans une certaine mesure, avec des contrats et quelque chose de cadré, oui, ça peut être intéressant. Voilà. Mais c'est vrai que dans le passé, il y a eu des abus en fait, d'utilisation de voix comme ça, et les gens s'en retrouvaient à la télé sans demander dans des pubs de téléphone, et il y a eu des soucis déjà. Je voulais rebondir sur cette question-là juridique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de droit à la voix comme il y a du droit à l'image. Ça viendra, je pense, parce qu'effectivement c'est tellement intime, le lien qu'on a avec notre propre voix. Alors, il y a un droit à la voix, hein, mais il y a le droit de la personnalité, et il y a le code de la propriété intellectuelle pour les comédiens, les artistes, interprètes, mais c'est un attribut de la personnalité. Tout à fait, mais par contre, quelqu'un peut faire carrière sur une capacité à imiter un artiste et ne jamais payer aucun royalties. Ça dépend dans quel pays. Voilà. Ça dépend dans quel pays. Donc c'est quand même, il reste des failles. Oui, en fait, le juridique aujourd'hui, il est pas assez développé. Voilà. On parlait justement de la partie droit pour nos voix qui sont distribuées notamment dans les podcasts. Aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération pour les artistes-interprètes pour les podcasts. Donc l'ADAMI est en train de travailler dessus. L'ADAMI, c'est la SACEM des artistes-interprètes. Ils sont d'ailleurs, je pense, ils ont peut-être un stand ici. Mais voilà, il y a tout un travail à faire. Et puis, en tout cas, nous, l'association Les Voix, on est prêt à rencontrer les gens, à essayer d'amener ce point de vue un peu juridique pour tous ces acteurs. Voilà. Alors, l'incarnation de certains contenus par des voix, des vraies voix, elle est importante sur le plan de la qualité audio, du ressenti de l'auditeur, du consommateur de contenu. J'ai l'impression que dans le secteur de la presse, du journalisme, il y a aussi un deuxième intérêt qui est finalement celui de l'authenticité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de défiance par rapport aux médias d'actualité. Est-ce que ça a été un sujet pour vous ? Est-ce que vous avez eu de la part de votre audience peut-être certaines réactions négatives parfois de personnes qui n'appréciaient pas le fait qu'un contenu soit généré automatiquement et ne soit pas incarné par un journaliste qui allait porter le message quelque part? Est-ce que c'est le genre de réaction que vous aviez pu avoir? En fait, c'est un peu comme ce que disait Bertrand tout à l'heure. On a encore peu de recul parce que pour l'instant, nous, ce qu'on a, c'est voir sur quel site ça marche, quel est le taux de déclenchement, etc. On voit un peu l'engagement aussi. Mais justement, là, on est quand même encore un peu au début de l'histoire parce qu'on a mis ça en place en janvier, février, nous. Donc, la prochaine étape, ça va être d'enquêter un peu pour recueillir les retours positifs, comme vous demandiez tout à l'heure, mais aussi négatifs, effectivement. Mais en parlant d'incarnation, on pourrait voir l'autre face de la médaille et se dire que l'IA pourrait permettre, une voix qui incarne un programme et qu'on adore,
pourrait permettre de créer des contenus de manière beaucoup plus rapide, par exemple pour personnaliser sur certaines locales, parce qu'on ne va pas demander à l'animateur star d'enregistrer 52 fois un bonjour, bonjour Paris, et puis la météo du matin. Et on pourrait très bien imaginer qu'en fait, du coup, on se sert de l'intelligence artificielle pour démultiplier une voix qui est particulièrement importante pour la radio, qui incarne quelque chose. Et au final, la technologie serait utilisée du bon côté pour alimenter cet axe-là, de personnalisation, je veux dire. Effectivement, pour le côté serviciel aussi, nous, on a Télé Loisirs, et donc on a sur les assistants vocaux, on a une app programme télé. Quand les gens demandent le programme télé, c'est Télé Loisirs qui répond. Et donc là, en fait, c'est du pur, c'est de la data en fait, qui est recachée entre guillemets par une voix synthétique. Oui, donc là, on est vraiment sur le cas de data to speech. On n'a pas du tout de création de contenu par un humain qui est retranscrite ensuite sous forme vocale, oui. Mais c'est vrai, c'est un sujet hyper important, tu as raison de le souligner. Et c'est nous, pour l'instant, personne ne pense que sous prétexte que c'est de la synthèse vocale, le contenu n'est pas écrit, issu d'une personne. Et c'est pour ça que les gens viennent lire les grandes marques d'information. C'est justement pour faire la différence entre ce qu'on voit un petit peu partout sur le web et puis une synthèse, une pensée qui est écrite, etc. Un jour peut-être, mais là, ça pourra être un peu compliqué. Il y aura de la synthèse vocale d'articles qui ont été écrits avec de l'IA. Ce qu'on ne fait pas encore. On écrit quelques articles avec de l'intelligence artificielle, des articles serviciels, par exemple, je ne sais pas, là, il va y avoir les élections législatives, donc il va y avoir, je ne sais pas, 580 circonscriptions. Sur les circonscriptions, on va pouvoir faire des textes avec le taux de chômage, le taux de criminalité pour présenter les grands enjeux de la circonscription. Aussi, pour pouvoir récupérer et mettre à jour les chiffres automatiquement, on a des synthèses d'IA, mais c'est des textes qui sont vraiment... voilà, mais on ne fait pas vraiment de synthèse par IA écrite. Oui, donc il y a vraiment un choix aussi éditorial qui consiste à dire telle typologie de contenu, dans tel contexte, c'est intéressant de passer par de la synthèse vocale, dans d'autres contextes, ça l'est moins. Ou c'est pas possible, tout simplement. Ou c'est pas possible, effectivement. Souvent... Non, puis la promesse de nos marques, c'est quand même d'apporter un angle, une intelligence, un contenu, une réflexion, etc., une source. Et donc, non, c'est... L'IA, il y a un état de l'art, il y a un niveau de maturité. Donc, par définition d'une technologie, c'est en pleine maturation, hein, mais ça va très, très vite. Donc, en quelques années, on a vu là, en 4-5 ans, l'explosion, effectivement, des développements et donc des boîtes qui se créent sur ces technologies-là, de synthèse vocale, de clonage vocal. Et ça va aller effectivement assez vite maintenant que Facebook a ouvert Meta, a ouvert sa base de données en open de tous ces apprentissages vocaux. Ça va encore accélérer. En tout cas, pour faire du sur-mesure, c'est-à-dire pour travailler sur des images, par exemple, pour raconter une histoire, pour raconter un livre audio et un conte, c'est quand même compliqué, voilà, aujourd'hui, d'utiliser ces technologies qui ne permettent pas d'aller chercher la partie intéressante d'un texte et amener un jeu, une émotion surtout. Je dirais que c'est assez vrai aujourd'hui quand on regarde l'évolution des médias, surtout à la radio. On voit les radios qui investissent énormément sur les animateurs, sur l'humain, sur le contenu, sur la connivence. Et sur, je dirais, le lien très fort qu'ils ont avec leurs auditeurs. On pourrait appeler ça l'âme de la radio. Et ces radios performent aujourd'hui. A contrario, les radios qui abandonnent un peu ce lien important avec l'auditeur ont plutôt tendance à avoir un peu moins d'audience et à s'écraser un petit peu. On voit le succès des stations de Radio France qui misent énormément sur la voix, sur de véritables personnalités, sur l'intelligence du texte et sur une connivence aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un paramètre dans ces machines qui explique à ces machines qu'on s'adresse à une personne ou à 50 personnes ou à 100 personnes. Voilà. Ça, c'est un paramètre qui est difficile parce que c'est dans notre cerveau. Voilà. On sait comment marchent un peu ces systèmes-là. C'est forcément du paramétrage. Dans l'intelligence artificielle, c'est surtout artificiel. L'intelligence, c'est nous. Donc, je crois que c'est important de voir un peu les limites. Mais après, faut pas être obtus. Je pense que ça arrive. Hein. Donc, autant l'accompagner le mieux possible et essayer d'utiliser la machine et les humains de façon éthique, en fait, aussi. Voilà. Est-ce que finalement l'intégration de cette fonctionnalité de lecture audio dans vos articles
de manière automatique, vous a donné envie d'explorer un petit peu plus, alors au-delà des podcasts, mais d'explorer un peu plus les articles lus, en vous disant peut-être les articles qui vont être les plus consommés sur notre site, qui vont être les gros titres, on va peut-être les faire lire par de véritables acteurs pour augmenter la qualité sur une partie des contenus créés? Alors on le fait, bien entendu. Je disais tout à l'heure qu'il y a 450 à peu près articles par jour publiés, donc pour tout ce qui est feed, etc., on ne peut pas suivre. Donc l'intelligence artificielle, elle a le mérite au moins d'être immédiate, en plus d'être économe, mais sur une partie restreinte de nos articles, on l'a déjà testé, on le fait. Par exemple, on enregistre, je sais pas, 4 ou 5 articles par jour qui nous semblent un peu importants, l'éditorial, etc. Et on les fait lire, alors ou par celui qui a écrit, mais bon, voilà, c'est pas toujours quelqu'un qui est à l'aise avec sa voix, ou alors par une autre personne. Ça pose un autre problème, on s'en rend très bien compte, c'est que un article qui a été pensé, écrit pour être lu, c'est pas du tout un article forcément qui a été pensé pour être parlé, pour être dit. Donc parfois il faut les réécrire un petit peu. Et c'est vrai que parallèlement, parce qu'on croit beaucoup à l'audio, parallèlement à ce dont on a parlé autour de l'IA, mais c'est un autre sujet. On s'est lancé dans une stratégie de podcast pas ultra ambitieuse, mais en tout cas assez soutenue. Et donc on a plein de podcasts. Et là, ceux-là, ils sont écrits pour être dits et non pas pour être lus. Et ils sont enregistrés, ils sont produits, etc. Et c'est des vrais contenus avec des vrais gens qui sont passionnants. Je t'en prie. Effectivement, comme vous disiez, le fait d'avoir testé le text-to-speech nous a aussi montré ses limites, nous a donné envie de tester de l'article lu. On l'a fait sur Capital, nous, sur le dernier numéro du magazine. Et aussi, on se rend compte aussi que ça a ses limites et que parfois, on a le besoin de transformer en véritable podcast des articles. Donc, il y a un retravail qui est fait. Et c'est ce qu'on fait sur Ça m'intéresse, par exemple. Ouais, il y a un peu toutes les gammes en fait, d'adaptation possibles. Alors Nathalie, on parlait un peu du niveau de l'état de l'art tout à l'heure et notamment de la technologie du deepfake audio. On en est où aujourd'hui sur le développement de la génération de voix par l'IA? Est-ce qu'il y a une nouvelle grosse avancée? On avait eu l'utilisation des phonèmes qu'on met bout à bout qui permet de générer des voix. Finalement, ça s'est lissé un petit peu avec certaines technos, notamment Amazon Poly qui a commencé à atteindre un certain niveau. Et puis maintenant, on atteint effectivement une prochaine étape avec le deepfake audio. Est-ce qu'il y a une nouvelle grosse étape à atteindre dans les années à venir? Alors, quand on dit deepfake audio, vocal en l'occurrence, ça veut dire que c'est basé sur de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones profonds. Et ça, c'est vrai que c'est depuis quelques années, c'est très récent. C'est les technologies qui sont utilisées au sein de l'IRCAM. Pour voir le résultat, pour atteindre le résultat que vous avez vu pour Dalida, c'est à peu près 10 ans de recherche. Derrière, il y a l'IRCAM, il y a le CNRS, il y a Sorbonne Université. C'est des gros projets. Et là, c'est la pointe visible de l'iceberg, mais c'est des mouvements en fait très très longs, hein, et c'est pour ça que c'est pas tout à coup que ça va sortir un beau matin. C'est vraiment des processus très longs dans les labos. Donc la vague des réseaux de neurones profonds n'est pas du tout terminée. Effectivement, je rejoins mon voisin sur le chemin qu'il reste à parcourir dans le text-to-speech du futur, dans lequel l'hyper-personnalisation et la contextualisation prendront une place énorme. Donc, c'est vrai, le nombre de locuteurs en face, le nombre d'auditeurs ou de locuteurs de l'intelligence artificielle, le contexte, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, quelle heure il est, dans quel pays on est, et plus loin, et c'est ça la révolution suivante, comment on se sent. Qu'est-ce qu'on dégage, nous, comme humeur, comme émotion? Est-ce que l'intelligence artificielle qui est en face de nous, elle entend qu'on est un peu stressé, un peu fatigué, elle entend qu'il y a des enfants pas loin, elle entend que c'est une personne âgée qui parle, elle sent des choses parce que on dégage beaucoup de choses dans notre manière de respirer, dans notre manière de parler. Et je parle même pas du jour où on aura des capteurs entre la montre, les lunettes et je sais pas quoi d'autre. Et donc tout ça arrivera, nourrira le moteur et donnera la possibilité à l'intelligence artificielle de procurer une réponse encore plus adaptée, encore plus personnalisée et encore plus contextualisée. Aujourd'hui, les assistants vocaux, vous pourrez faire le test, par exemple, ils ne savent pas analyser une scène sonore globale.
Donc, si vous vous mettez à parler et que quelqu'un d'autre se met à parler au milieu de la phrase et encore quelqu'un d'autre par-dessus, voilà, ça y est, il est perdu. Il ne sait pas faire du multilocuteur, par exemple. Il ne sait pas analyser différentes couches dans la scène sonore. Donc, évidemment, ça va encore, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et on en est au tout début. En fait, il faut vraiment se dire que tout ce qui est intelligence artificielle de la voix et les deepfakes vocaux, on en est au tout début. Alors, c'est le penchant positif, le côté positif, c'est que c'est fantastique et que il y a beaucoup d'usages à imaginer et que c'est un voilà, il faut si on a la vision positive du compagnonnage homme-machine, ben, c'est formidable. Le penchant, voilà, si on regarde le côté négatif, il faut effectivement être très vigilant, notamment quand on est une société qui vend des technologies de deepfake vocal, à l'usage qui est fait par ces technologies. Donc nous, on se positionne vraiment très strictement sur cette question-là, en étant un tiers de confiance pour nos clients. On va assez loin dans voilà, on regarde précisément comment la technologie va être utilisée, pour quel usage, quel est le contenu qui va être créé, d'où viennent les contenus sources qu'on met dans la machine. Est-ce que tout le monde est bien d'accord? Est-ce que tous les ayants droit sont bien d'accord? Est-ce que on a les droits qui sont clean partout? Et à ce stade d'ailleurs, on met même pas la techno à la disposition, hein, on fournit des fichiers audio. Bon, voilà, on est en train de monter un comité d'éthique, on a beaucoup évidemment d'actions sur cet axe-là, et c'est incontournable. Enfin, on est en Europe, on est en France et on est en Europe. C'est quand même essentiel dans le continent sur lequel on est de faire très attention à cette manière d'utiliser la technologie et de lui donner en fait le caractère humain qui est essentiel à cette troisième voie qu'on essaie de construire ensemble. Donc, nous sommes candidats au comité d'éthique. Officiellement. Oula, non, j'ai pas ouvert les candidatures. Merci, je note. Mais du coup, Patrick, est-ce que vous avez déjà des discussions avec peut-être d'autres acteurs sur ces sujets-là pour émerger des réglementations, non, des régulations? c'est une première aujourd'hui. Voilà, c'est un premier plateau, une première discussion sur ce sujet. Après, oui, on a des informations, on fait du conseil. Là, on a par exemple fait une veille juridique et un travail juridique à la fin de l'année 2021 sur l'adaptation de nos contrats de travail, notamment, qui inclut un paragraphe sur l'utilisation des phonèmes. Parce qu'on passe de studio en studio, on enregistre n'importe quoi, enfin des publicités, des documentaires, beaucoup de lignes de texte, et on pourrait comme ça être récupéré pour une utilisation future, par exemple. Donc là, dans nos contrats, on est en train d'introduire cette partie-là, c'est-à-dire de ne pas utiliser les phonèmes pour quoi que ce soit, sans avoir l'autorisation de l'artiste. Et voilà. Donc on commence à faire attention sur la partie juridique. Voilà. Et après, on sensibilise les acteurs sur la partie éthique, effectivement. L'anecdote des contes pour enfants, elle est assez intéressante. Voilà. Parce que on pourrait inviter sur ce plateau, par exemple, Cyril Nick ou des gens qui sont des neuropsychiatres et qui travaillent sur la parole notamment et sur l'expérimentation par les enfants du dialogue et de la langue. Et on pourrait s'interroger on pourrait lui poser la question, est-ce que si une machine raconte un conte avec une émotion qui est la même de A à Z, du début du conte à la fin, est-ce que c'est intéressant pour les enfants, par exemple? Voilà. On pourrait avoir ce genre de discussion l'année prochaine. Je ne sais pas si on fait ça, il y a un écran. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses intéressantes quand même, des questions à se poser qui dépassent un peu le stade de la radio et de l'audio, je dirais. Parce que on est tous parents, et on est tous des êtres humains qui allons interagir avec des machines, avec des contenus, et se dire qu'on va s'habituer petit à petit à des textes où l'émotion est en dessous, est au niveau zéro, ça peut poser des problèmes aussi de société, je dirais. Voilà. Mais en l'occurrence, bon, c'est pas ce dont on parle là, c'est d'essayer de dépasser ces questions-là, d'essayer justement d'avoir une approche juridique et aussi voilà. Si je peux me permettre, je suis désolée, je parle beaucoup, mais il faut m'arrêter. Mais il y aura aussi une réponse technologique de toute façon, et il faudra avoir des solutions qui permettent de détecter les voix qui ne sont pas humaines, des sortes d'antivirus qui alerteront les personnes plus fragiles ou les enfants, et avoir systématiquement l'information, en tout cas pour ceux qui produisent les contenus, évidemment le signaler,
et même avoir la possibilité d'avoir des signaux, des voyants qui s'allument. C'est vrai que oui, c'est un bon point. Aujourd'hui, c'est complètement transparent sur vos sites respectifs. C'est indiqué qu'on est sur de la génération de voix à partir de l'article. C'est vrai que c'est un vrai sujet, la signalétique. On pourrait avoir des petites signalétiques qui s'imposent. Il faudrait voir avec les régulateurs. Je pense que l'ARCOM pourrait être éventuellement faire partie en tout cas d'une boucle éthique autour de ce sujet-là. Ça a du sens, bien sûr. Ça fait partie de l'éducation en fait des citoyens pour savoir ce qu'ils entendent, et l'oreille va s'éduquer en fait à déterminer du coup, mais il faut bien lui donner le référentiel de départ. Hein. Le cerveau apprend en permanence, mais au moins il faut qu'il puisse mettre dans la bonne case quand il écoute quelque chose. Bien sûr. Alors on a 5 petites minutes, on va prendre peut-être une ou deux questions de l'audience si vous en avez. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a fait réagir? Ouais. Bonjour, merci. On a eu du mal à vous entendre avec le bruit derrière, mais merci beaucoup. Moi, je suis podcasteuse indépendante et je suis aussi formatrice en voix dans le podcast et diplômée en phoniatrie. Donc, je suis très intéressée par toutes ces questions de voix artificielle, etc. Par rapport à ce que vous disiez, madame, vous parliez du comité d'éthique et je voulais savoir à quoi réfléchissait votre comité d'éthique. Alors, il n'existe pas encore. Ah, il n'existe pas encore. Non, mais je parlais de cette action-là qui est une action très concrète parce que c'est sur notre chemin, et quand on est une société qui vend de la technologie de deepfake vocal, on ne pourrait pas décemment le faire sans avoir des membres extérieurs qui ont le rôle de garantir que c'est fait dans les règles d'éthique de la société française, européenne, mondiale. Donc voilà, mais c'est pas encore mis en place. Mais et bravo, parce que je crois que des phoniatres, il y en a quasiment. Je suis pas phoniatre, mais je suis diplômée en phoniatrie. D'accord. C'est toute la. Et j'ai juste. Non, pardon, mais c'est super quand même. Hein. Ouais. Et j'ai juste une réflexion par rapport à tout ce que vous disiez sur les voix d'intelligence artificielle, sur la notion de représentativité des voix. Parce que pour le moment, les voix artificielles qu'on entend, c'est toujours un homme ou une femme d'environ mon âge, 36 ans, supposée blanche, etc. Et je pense que ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut réfléchir. Oui, alors là, ça nous dépasse largement, en tout cas. Mais je parlais en 2 secondes, j'ai cité Meta qui a ouvert son modèle d'apprentissage, justement parce qu'il y avait ce type de critique. Il y a des sociétés qui mettent en avant le fait qu'ils créent des voix non genrées aussi. Bon, pour ou contre, honnêtement, c'est un vrai débat. On va pas... Mais c'est l'enjeu des billets dans les bases d'apprentissage. Là, c'est vraiment ceux qui ont la main sur les gros moteurs de synthèse vocale qui sont utilisés en fait de plus en plus, qui décident un peu de ces règles-là, et c'est flippant. Hein, je partage donc. C'est vrai que j'ai l'impression que dans l'industrie des gros acteurs de synthèse vocale, il y a de plus en plus cette volonté d'aller créer un catalogue de voix de plus en plus riche. Et c'est en particulier le cas pour les boîtes qui font du deepfake vocal. J'ai l'impression qu'ils signent des contrats avec des voix pour justement pouvoir les intégrer à leur catalogue et avoir une diversité de voix de personnes. Il y a aussi âgées, moins âgées. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se posent. Pour des raisons artistiques dans la fiction, etc., mais aussi pour la représentation, même dans de l'info, du documentaire, etc. Exactement. Il y avait une autre question, une remarque Non, c'était très clair. Ok, merci beaucoup. Merci à nos 4 intervenants et merci à vous aussi d'avoir suivi cette table ronde. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.